que vraiment pour des détails. Donc, lorsque les enfants viennent vous voir à la garde, dites-vous bien, c'est parce que c'est sérieux. Et c'est ce sérieux-là que nous devons contribuer à identifier. Parfois, nous ne pouvons pas tout seul le faire. Il faut qu'on ait de la collaboration par-ci, par-là. Mais au moins que nous ayons une approche cohérente, une approche logique qui nous permet au moins de minimiser les risques. Vous recevez un enfant qui fait une anémie, vous l'examinez, vous trouvez une pâleur, vous faites l'hémogramme, vous regardez le taux d'hémoglobine. Il est très bas, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes. Vous vous précipitez sur la transfusion. Alors que la question derrière, c'est pourquoi l'enfant fait cette anémie aussi profonde? Donc, souvent, nous passons à côté de certains diagnostics, tout simplement parce que nous ne sommes pas curieux. Nous ne cherchons pas à comprendre pourquoi. Nous cherchons à traiter les symptômes. Et ce n'est pas bien. Quand vous êtes dans un hôpital, de surcroît des hôpitaux universitaires où on fait de l'enseignement, parce que vous êtes tous des DS, à chaque fois que vous êtes dans un hôpital, c'est un hôpital d'enseignement. Vous êtes là pour apprendre et pour transmettre les connaissances à vos jeunes collègues, étudiants, etc. Donc, autant au niveau d'un dispensaire ou bien au niveau d'un hôpital régional, les gens peuvent se permettre cela, mais vous, non. Vous ne devez pas vous permettre de faire du traitement symptomatique. Vous devez vous poser la question pourquoi. Donc, si vous posez la question pourquoi, vous allez toujours trouver la réponse. Maintenant, s'il y a une urgence vitale, avant de trouver la réponse, vous stabilisez pour éviter le risque vital. Tout cela. Donc, si vous avez un enfant qui fait une anémie, vous faites l'hémogramme, vous trouvez un taux d'hémoglobine, vous transfusez. Point. Vous ne regardez pas les autres lignées, vous ne regardez pas les réticulocytes, vous ne regardez pas les constantes érythrocytaires, alors là, ça pose problème. Et c'est la réalité. Nous n'interprétons pas nos hémogrammes. Lorsque nous demandons des hémogrammes, surtout avec les automatismes à la garde, vous ne regardez que ce que vous allez répéter au staff. Et ce n'est pas bien. Donc, un malade, c'est un tout. C'est un être humain d'abord qui a présenté un symptôme dans un contexte particulier. Et tous ces éléments doivent être pris en compte pour pouvoir penser à une pathologie. Et cette pathologie-là devrait être explorée, aussi bien sur le plan clinique que sur le plan paraclinique, avant d'être prise en charge. Sinon, ce sont des erreurs diagnostiques et en général, les erreurs se payent cash. Erreur diagnostique, erreur thérapeutique. Et erreur thérapeutique, c'est le pronostic vital qui est engagé. Donc, combien d'enfants sont décédés de ces erreurs-là? Combien d'enfants ont eu des retards diagnostiques? Une hémopathie maligne qui est diagnostiquée 1 semaine après une hospitalisation, ce n'est pas normal. 2 semaines après une hospitalisation, ce n'est pas normal. Une hémopathie maligne devrait être diagnostiquée au minimum dans les 24 heures. Vous recevez un enfant, il a une suspicion d'hémopathie maligne, c'est une urgence extrême. Ce que je dis aux étudiants de 5e année, quand vous recevez un enfant qui est suspect d'une hémopathie maligne, que ce soit une leucémie, que ce soit un lymphome ou une autre hémopathie maligne, vous n'avez pas le droit de rentrer sans être sûr que c'est une hémopathie maligne ou ce n'est pas une hémopathie maligne. Dans les 24 heures, à plus forte raison, vous, pédiatre en spécialisation. Donc, vous recevez un enfant, que ce soit à la garde, que ce soit à la consultation. Dès que vous avez un petit doute sur une suspicion d'une hémopathie maligne, dans la journée, vous devez tout faire pour être sûr que c'est oui ou c'est non. Et là, vous avez la conscience tranquille. Tant que vous ne le faites pas, vous êtes en partie responsable de tout ce qui adviendra au cas où ce serait une hémopathie maligne. Parce qu'encore une fois, les leucémies, ce sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Et là, vous ne l'avez pas dit. Et cela se voit après dans la prise en charge. Parce que si on ne sait pas que cette pathologie, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, on ne fera aucun effort pour confirmer ou infirmer le diagnostic. C'est comme si on reçoit un enfant qui fait un paludisme ou bien un enfant qui fait une rhinopharyngite. C'est pareil. Donc, quand vous faites cette leçon-là, le premier élément d'intérêt après l'épidémiologie, c'est l'urgence diagnostique et thérapeutique. Chaque minute que vous perdez contribue à assombrir le pronostic au cas où c'est une leucémie aiguë. Ça, vraiment, il faut le retenir. Donc, vous recevez un enfant aujourd'hui, suspicion de leucémie, vous ne devez pas rentrer. Quitte à dormir à l'hôpital
mais vous ne devez pas rentrer jusqu'à ce que vous ayez confirmé ou infirmé. Si vous confirmez, l'enfant devrait être transféré le plus rapidement possible dans le service de prise en charge. Maintenant, si vous infirmez, vous êtes tranquille. Vous laissez l'enfant dans votre service et le lendemain, vous continuez les investigations. Vraiment, moi, je vous invite à avoir cette approche-là. C'est à partir de ce moment que vous pourrez contribuer vraiment à améliorer la qualité des soins de vos patients et cela vous permet vraiment d'être cohérent dans ce que vous dites. En tout cas, cette contribution, vraiment, elle me tient à cœur. Et parfois, je ne comprends pas, mais les services d'oncologie, en tout cas, nous, la petite expérience qu'on a de ces pathologies, souvent, lorsqu'il y a une suspicion, le service d'oncologie vous demande de confirmer avant de transférer l'enfant. Et parfois, cela pose problème. Donc, je crois qu'il y a un problème de coordination dans les services. Tout récemment, on a reçu à l'USAID un enfant qui faisait une pancytopénie, qui avait tous les éléments d'une leucémie, et malheureusement, il avait un médullogramme qui n'était pas très en faveur. Donc, son médullogramme parlait d'aplasie médulaire. Alors que quand on a fait le FOTI, on avait plus de 20% de blastes. Et on avait voulu le transférer à Dalal Jamm, mais Dalal Jamm n'a pas voulu le prendre. Ils ont demandé à ce qu'on refasse le médullogramme. Et vous voyez, c'était une fin de semaine, vendredi. L'enfant avait le samedi et le dimanche pour mourir. Mais heureusement, on a demandé à ce que l'enfant ne rentre pas. On l'a hospitalisé au pavillon M. Et on leur a demandé le lundi matin très tôt d'aller refaire le médullogramme. Et c'est quand il est parti faire le médullogramme que le professeur Awa Touré nous a appelés pour nous dire effectivement que c'était vraiment une leçon. Alors qu'on aurait dû profiter du vendredi pour commencer le bilan préthérapeutique, commencer la préparation de la chimio, de sorte que le lundi matin, on fait les contrôles, les confirmations et on commence la chimio. Vous voyez un peu, donc l'enfant a perdu 3 ou 4 jours et pourtant c'est une leucémie. Donc c'est vraiment des choses qui sont réelles. Il faut vraiment chercher des solutions à ces problèmes de coordination parce qu'après, c'est les enfants qui en pâtissent. Alors, il faut également faire attention au diagnostic associé. Il n'est pas dit que quand un enfant fait une anémie normochrome normocytaire, c'est forcément, surtout quand il a un palu associé, c'est forcément un palu, forme anémique, ou bien c'est une hémopathie. C'est pourquoi on vous dit, il faut être curieux. À chaque fois que vous avez un résultat, interprétez-le jusqu'au bout. Moi, je ne vais pas m'arrêter lorsque j'ai un hémogramme qui me dit anémie normochrome normocytaire, mais je vais jusqu'au frottis. Si le frottis est normal, je dis ce n'est pas une anémie d'origine centrale. Je fais mon traitement et j'avance. Maintenant, si je trouve des éléments qui m'orientent vers une atteinte centrale, mais je vais faire le frottis et je vais faire le médullogramme. D'accord? Donc, un enfant peut bien faire sa leucémie aiguë et faire un paludisme grave. C'est très possible. Mais il n'est pas dit qu'un palu ne peut pas ne peut pas survenir sur une hémopathie maligne. Donc, il faut avoir cet esprit critique. C'est pourquoi quand on fait la garde, on vous demande d'évoquer vos hypothèses diagnostiques. Une hypothèse, il ne faut pas s'arrêter lorsque vous avez une seule hypothèse. Si vous avez des hypothèses et vous avez des éléments en faveur, continuez à les discuter parce qu'il peut y avoir des associations syndromiques. Donc, un enfant peut bien faire une leucémie et faire un paludisme. Et dans ce cas, ça devient grave parce que c'est une maladie hématologique sur une maladie hématologique, plus une maladie infectieuse de surpoids sur un terrain immunodéprimé. Et cela complique les choses. C'est vraiment l'approche qui vous manque. Et attention également aux électrolytes. Le potassium